Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, 100 000 francs CFA, 150 € à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Cap-Vert, l'ancienne colonie portugaise, vit sous la menace des sécheresses qui se succèdent. Avec un Cap-Verdien sur deux qui vit de l'agriculture, ils ont appris à gérer l'eau. Quand on venait ici, les gens prenaient 20 litres et les portaient et marchaient le long des collines pour arriver à leur maison. C'était une corvée très pénible pour les femmes. Georges Sainte-Vie est un passionné d'élevage, propriétaire de l'une des rares fermes avicoles du Togo. Une formation lui a permis de rentabiliser l'élevage de ses poulets. Tous les ingrédients qui entraient dans la composition de l'alimentation ont augmenté. Dans le même temps, nous ne pouvons pas augmenter d'autant le prix des œufs. La contrefaçon n'épargne aucun pays dans le monde, y compris en Afrique. Exemple avec ces jeunes chercheurs d'or en quête du précieux métal. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, puisque dans ça, j'ai eu à construire une maison, j'ai eu à payer, j'arrive à m'en sortir. Si je vous dis chercheur d'or, tout de suite vous pensez à ces aventuriers, les pieds dans l'eau en train de tamiser le sable et le gravier des rivières à la recherche du précieux métal. Ou encore à ces personnes prêtes à s'enfoncer à des centaines de mètres sous la terre dans l'espoir de trouver la pépite qui changerait leur vie. Eh bien, figurez-vous qu'au Burkina Faso, ils sont de plus en plus nombreux à arpenter la brousse munis de détecteurs de métaux. Problème, ces détecteurs sont souvent des contrefaçons achetées au prix fort. Reportage Lionel Cauchois, Paul Iti. Ils sont armés mais pas avec des fusils, car ces hommes sont équipés de détecteurs et ce qu'ils cherchent, c'est de l'or. Ce légendaire et précieux métal jaune qui peut rendre un homme riche du jour au lendemain, s'il est chanceux. Voilà, la découverte de cet or, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, puisque dans ça, j'ai eu à construire une maison, j'ai eu à payer, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à m'en sortir. Donc, vraiment, c'est un bon métier pour moi. Badra fait partie des heureux privilégiés. Avec ses cailloux jaunes, il a gagné plus de 50 000 €. Et dans un pays où le salaire mensuel moyen frôle les 150 €, cela fait de lui un homme très riche. Partout à travers le Burkina, des milliers d'hommes et de femmes sont chercheurs d'or. Personne ne connaît le chiffre précis, mais en 2012, 250 000 détecteurs ont été vendus dans toute l'Afrique. Le Burkina Faso est le 4e producteur d'or du continent, avec 32 tonnes chaque année. Et les exportations du précieux métal représentaient en 2012 plus de 20% du PIB, avec 1,5 milliard d'euros. Pourtant, le pays reste l'un des plus pauvres du continent. Ils cherchent tous de l'or désespérément parce que pour eux, c'est une solution rapide et fiable pour faire face aux problèmes qu'ils rencontrent dans cette région. Sayomba Koalga était particulièrement chanceux. Il montre une pépite d'or, un échantillon de 18 kilos qu'il aurait trouvé avec son détecteur. C'est sans doute plus efficace que l'ancienne méthode qui consistait à creuser et tamiser des tonnes de terre en se brisant le dos. Et des centaines de trous témoignent de ces méthodes traditionnelles. De leur côté, nos chasseurs modernes attendent simplement le signal sonore qui leur indique qu'une pépite se cache dans le sol. Une fois détecté, le prospecteur ou son équipe va creuser, rarement plus d'1 mètre. L'or, c'est le seul métal que l'on peut trouver sous forme de pépites suffisamment grosses pour être détecté par la machine. C'est pour ça que parmi tous les métaux présents dans le sous-sol, c'est l'or qui est le plus souvent repéré. Dans les pays subsahariens, la demande pour ces appareils s'est envolée ces dernières années. Du coup, des personnes peu scrupuleuses se sont lancées dans la fabrication de faux détecteurs copiés sur les modèles des grandes marques. Avec un prix moyen entre 450 et 3500 €, ces appareils sophistiqués représentent, pour certains chercheurs d'or, les économies de toute une vie. Et l'achat d'un faux détecteur, sans garantie et rarement efficace sur la durée, peut avoir des conséquences désastreuses pour eux et leurs familles.
Une leçon que Issouf Sanfoa, ancien instituteur reconverti en chasseur d'or, n'est pas prêt d'oublier. La machine crie au hasard. Souvent ça crie et il crée, je ne vois rien. Donc je me suis rendu compte que ce n'est pas la bonne machine. On m'a dit qu'il y a des machines contrefaites. Issouf n'a pas eu d'autre choix que de s'allier avec d'autres petits investisseurs. Ils partagent à 4 un seul détecteur de marque, mais au moins ils sont sûrs que ce n'est pas une contrefaçon. Après avoir perdu son argent en achetant une copie, il a dû retourner à son travail d'enseignant. Malheureusement, son cas n'est pas isolé. La contrefaçon pose des problèmes multiples aux utilisateurs, mais aussi aux fabricants des grandes marques copiées. C'est la capacité de détection, parce qu'elles ont une très faible capacité de détection par rapport à la machine. Et réellement, le problème, c'est que ces machines n'ont pas de garantie. Et le revendeur ne pouvait rien parce que voilà, il s'est dit que lui aussi, il en a payé à l'extérieur. Le plus souvent, les contrefaçons arrivent en Afrique via Dubaï, de forme et de couleurs identiques aux produits de marque et reprenant même les logos. Ils ne sont pas détectables à l'œil nu. De nouveaux systèmes ont été mis en place pour limiter l'arrivée massive des copies sur le marché. Comme beaucoup de grandes marques dans le monde, Minelab a dû développer des stratégies innovantes pour contrer les fabricants de faux détecteurs basés en Chine. Ces personnes vendent leurs contrefaçons directement dans les pays qui nous intéressent ou via des plateformes d'échange majeures comme Dubaï. Minelab, l'un des principaux fabricants de détecteurs d'or, fournit une brochure attestant l'authenticité de l'appareil et une grille de vérification est placée sur l'étiquette de sécurité sur le détecteur. Pour valider l'authenticité du produit, une série prédéterminée de couleurs et de mots doit apparaître. Une mesure encore plus récente consiste à envoyer un SMS. En envoyant tout simplement par SMS le numéro de série du détecteur et le code caché dans la grille de vérification, nous pouvons confirmer par SMS que le produit acheté est un authentique produit fabriqué par Minelab. Paradoxalement, le principal centre de distribution de Minelab est lui aussi à Dubaï. Il est au milieu de boutiques qui vendent aussi des détecteurs. Selon des sources contactées par People TV, ces magasins commercialiseraient des contrefaçons. Pendant ce temps, au Burkina, la ruée vers l'or continue. Les clients sont très nombreux à se rendre chez les détaillants répartis à travers le pays, où ils reçoivent une formation basique. Armés de leurs nouveaux détecteurs, ils mettent le cap sur la brousse pour rejoindre tous ceux qui veulent aussi faire fortune. Tous avec le même rêve, devenir riches comme Souleymane Ouedraogo. Avec la vente des nombreuses pépites d'or qu'il a trouvées, Souleymane a pu acheter 3 parcelles de terre, 3 motos et 3 nouveaux détecteurs. Et, ce qui est le plus important pour lui, il a les moyens d'envoyer ses 10 enfants à l'école. D'après la FAO, les conflits en Afrique sont la cause de malnutrition pour plus de 34 millions de personnes. Dans les pays touchés par ces crises, mais aussi dans les pays voisins qui voient leur population exploser avec les familles qui fuient les violences. D'après l'ONG Safer World, les guerres ont coûté 200 milliards d'euros à l'Afrique en 15 ans, un montant équivalent à l'argent reçu dans le cadre de l'aide internationale sur la même période. Le Rwanda vient de démarrer la construction d'une centrale de 560 MW alimentée par le méthane du lac Kivu. Situé à la frontière entre le Rwanda et la RDC, le lac Kivu regorge de quelques 60 km3 de méthane et de 300 km3 de gaz carbonique. Une véritable bombe potentielle que Kigali cherche à transformer en source d'énergie pour fournir l'électricité consommée dans le pays, mais aussi le gaz de cuisson. L'usine sera exploitée par la société Shema Power Lake Kivu dans le cadre d'un partenariat public-privé. L'histoire de cet archipel de 500 000 habitants situé à 500 km à l'ouest du Sénégal est ponctuée de famines meurtrières dues à la sécheresse. Aujourd'hui, même si le pays importe 80% de son alimentation, plus de la moitié des Cap-Verdiens vivent de l'agriculture. La gestion durable de la moindre goutte d'eau est un savoir national qui peut inspirer de nombreux pays. Les habitants du Cap-Vert sont habitués à se débrouiller avec ce que la nature leur donne depuis toujours. Leurs terres sont éparpillées sur 10 îles balayées par un vent qui dessèche les côtes de l'archipel au large de l'Afrique de l'Ouest. Pendant des générations, la vie ici était très rude. L'accès à l'eau, un défi permanent sur ces terres montagneuses et hostiles.
Nous venions ici pour regarder les singes. Puis avec les sécheresses, tous les arbres ont disparu et les singes sont partis. À peine 10% des terres sont cultivables et beaucoup d'habitants du Cap-Vert ont peu ou pas accès à l'eau potable. Au début, quand on venait ici, les gens prenaient 20 litres et les portaient et marchaient et le long des collines pour arriver à leur maison. Je pense que c'était une corvée très pénible pour les femmes. Je dis les femmes n'ont plus cette corvée à remplir. Dans les bassins hydrographiques de Picos et Anguenos, l'eau en surface ruisselle le long des pentes abruptes, entraînant dans son passage des milliers de tonnes de terre et de gravats. Les terrasses ont été aménagées sur le terrain viable pour empêcher la pluie de s'écouler, pour créer de nouvelles parcelles fertiles. Le tout était renforcé avec des murs de pierre. Le mur des rochers est très utile. Je peux planter sur les rochers et même en dessous. Finalement, tout un système de terrasses ressemblant à des marches géantes a été taillé dans les flancs de la montagne sur une superficie de 90 km². En 6 ans, des barrages, des réservoirs et plus d'une centaine de digues ont été construits. Des puits aussi ont été creusés. Avec l'optimisation du stockage de l'eau, de nouveaux systèmes d'irrigation de terrain en terrasse ont été mis en place. Les méthodes utilisées, comme ces tuyaux en caoutchouc, sont simples mais efficaces. Plus de 350 000 Capverdiens vivent encore dans les zones rurales. Depuis toujours, les habitants font pousser leurs légumes pour nourrir leur famille. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. C'est grâce à la formation que nous avons reçue au sein du projet que nous avons appris des méthodes plus performantes pour cultiver nos terres. Si nous avions eu la formation comme ça avant, nous aurions eu une meilleure qualité de vie. Avant, nous travaillions dur avec rien en retour. Habitués à nettoyer les pentes en utilisant la technique traditionnelle du brûlis, nuisible et peu économique, ces petits fermiers ont reçu une formation avec les nouveaux matériels. Avec le projet, 1700 hectares de terre ont été replantés. Avant d'avoir ce barrage, nous n'avions pas beaucoup de terrain à travailler. Maintenant, avec les nouvelles terres irriguées, nous pouvons travailler les champs et les cultiver. Dieu soit loué. Des milliers de plantes ligneuses et d'arbres fruitiers ont été plantés. Il y avait également des bananiers, une culture majeure pour l'île. Des crédits de plus d'1 million de dollars ont été débloqués pour les fermiers. Avec cet argent, ils ont pu construire ou rénover des étables pour le bétail, importer de nouvelles bêtes et découvrir des méthodes d'élevage. Cette vache a eu 2 génisses, l'autre en a eu 3. Mais il y a toujours des soucis avec le taureau. Il fallait trouver le moyen de rendre les vaches plus fertiles. Cela dit, j'ai pu vendre les génisses pour 1 000 $ chacune. En plus des crédits, les fermiers en formation agricole ont perçu un salaire et la sécurité sociale. C'est l'acquisition des animaux et l'installation des surfaces irriguées en goutte à goutte a été réalisée à l'aide de une ligne de crédit qui était au niveau projet, où le taux de crédit était de 5%, qui était très accessible comparé au crédit des banques actuelles qui est de 12%. Même si le financement de 9 millions de dollars et le soutien technique viennent de la Banque africaine de développement et d'instances internationales, la plupart des travaux a été fait par les Capverdiens eux-mêmes. La formation qu'ils ont reçue touchait à l'ingénierie agricole, allant des techniques de construction de ces murs en pierre qui jalonnent les collines, aux méthodes agricoles sur le long terme et à la gestion des cheptels. Grâce à la formation que j'ai reçue, j'ai décroché ce travail. Mon patron m'a promis que j'aurais un emploi stable grâce à cette expérience. J'ai beaucoup appris en travaillant ici et j'apprends toujours grâce à Elidio, l'expert technique. Oui, M. Arlindo Moreira est l'une de nos recrues. Il travaille sur plusieurs programmes agricoles. Il enseigne les techniques de production, les soins de base pour les animaux malades et apprend comment installer les tuyaux pour l'eau. Et dans ce groupe de 65 stagiaires, la plupart des jeunes ont trouvé un emploi. Comment nous avons eu cette opportunité? 25 jeunes ont été choisis pour étudier l'irrigation. Parmi ces 25, 7 ont été choisis pour travailler cette parcelle de terrain qu'on nous a donnée.
Une des priorités pour les autorités capverdiennes, c'était de s'assurer qu'il y avait de la place pour les femmes. Les chefs de famille connaissaient bien la frustration et l'anxiété de devoir élever une famille quand l'eau manque. Leurs associations ont été soutenues et encouragées par le projet. Maintenant, je n'ai qu'à tourner le robinet et il y a de l'eau. Qu'est-ce qui a chassé la faim de nos portes? Les vaches et les champs. Les jeunes devraient se jeter sur ce projet et continuer à bien travailler. C'est la meilleure façon pour eux d'avancer dans la vie. Avant, les femmes partaient dans les villes pendant certaines périodes de l'année. Maintenant, elles sont encouragées à rester sur leurs terres et à prendre le contrôle de leur propre destin et de leur sécurité financière en adoptant des méthodes plus productives. Elles cultivent des laitues, des pois, des navets, des courgettes ou des betteraves. Avec ces cultures, cela rapporte assez d'argent pour garantir une source sûre de revenus pendant 7 ou 8 mois de l'année. J'ai gagné de l'argent. J'avais acheté des légumes et des produits pour les revendre. Avec cet argent, j'ai pu renvoyer mes 2 filles à l'université au Portugal. Maria est fière de montrer la photo de ses 2 filles. Elle a obtenu par 2 fois les crédits pour son entreprise et maintenant, les crédits sont maintenant remboursés. Selon les chiffres officiels, avec près de $1900 annuels, les revenus ont augmenté de 50% en moyenne dans les régions d'Eguenos et de Picos. Le projet est encore plus ambitieux. On voudrait mettre en place jusqu'à 2016 un système de suivi permanent des statistiques agricoles et c'est un projet dans le montant de $5 millions. Pour l'avenir, il est essentiel de tirer parti de ces ressources naturelles de manière durable. Beaucoup de personnes sur ces îles isolées de l'Atlantique dépendent de leur culture pour vivre. Si la gestion de ces précieuses terres agricoles s'est nettement améliorée ces dernières années, la richesse des Capverdiennes ne viendra pas seulement de la terre et de l'eau, mais de leur capacité à mieux exploiter ce que la nature leur donne. Bienvenue pour la suite de Business Africa. Alors que l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, vient de signer un accord avec le chinois Sinohydro pour la construction du barrage de Kukuamba en Guinée, l'organisation confie à l'Indien Shapoorji Pallonji Group la restauration de la navigabilité du fleuve. La société indienne va procéder à la réhabilitation d'un chenal navigable de 900 km permettant une navigation 12 mois sur 12 entre Saint-Louis au Sénégal et Ambidedi au Mali. Le coût des travaux est estimé à plus de 310 milliards de francs CFA, 47 millions d'euros, financés par Exim Bank of India. Au Rwanda, l'homme d'affaires ougandais Ashish Thakkar lance Mara Phones, la première usine de production de smartphones 100% africains. Pour ses débuts, Mara Phones produira 2 modèles de smartphones spécialement adaptés au marché africain, avec notamment une batterie longue durée, un large espace de stockage et des prix abordables de $130 à $190 selon les modèles. Une autre usine pourrait voir le jour dans les prochains mois en Afrique du Sud. Les fast-foods s'implantent à un rythme soutenu en Afrique subsaharienne avec des nouvelles ouvertures chaque semaine. Burger King vient d'annoncer un investissement de 2,7 milliards de dollars pour ouvrir des restaurants au Kenya, après l'Afrique du Sud, le Ghana, la Côte d'Ivoire entre autres. KFC, Pizza Hut ainsi que des chaînes locales comme Yum Yum au Sénégal ne sont pas en reste. KFC accélère sa croissance sur le continent avec la signature d'un accord pour ouvrir 5 établissements dans les stations-service Shell en Côte d'Ivoire. Seul McDonald's semble très prudent avec une présence limitée au Maghreb et en Afrique du Sud. Alors que les aviculteurs les plus fragiles mettent la clé sous la porte au Togo, Georges Sandvi a pu bénéficier d'une formation du CERSA, le Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires. Il a appris avec d'autres éleveurs à remplacer certains produits d'alimentation trop coûteux, tels que le maïs. Pour la Banque mondiale qui finance le centre, le marché africain du poulet est plein d'avenir. Un Africain ne consomme en moyenne que 3,3 kg de volaille par an. Quant à un Français, par exemple, il en mange 28 kilos. Des cafétérias à tous les coins de rue,
lieu de rendez-vous par excellence des friands de la cuisine rapide et moins chère, du spaghetti, des omelettes aussi, parfois du poulet, le business marche, mais pas toujours, parce que dans les fermes avicoles, le coût de la production revient cher. Badja, 40 km au nord-ouest de Lomé, l'une des nombreuses zones pourvoyeuses de produits avicoles destinés à la consommation nationale. Ici, dans la verdure, se niche l'une des rares fermes qui tient encore le coup malgré la cherté des prix des intrants sur le marché. Une endurance qui n'a d'égal que la ténacité de Georges Sanvi, son promoteur, un passionné d'élevage depuis la fin des années 90. Non seulement le maïs a flambé, le prix du soja a augmenté, le prix du son cubé a augmenté, tous les ingrédients qui entraient dans la composition de l'alimentation a augmenté. Dans le même temps, nous ne pouvons pas augmenter d'autant le prix des œufs. Donc ça a freiné de beaucoup notre élan. Une production en dents de scie qui explique la fluctuation régulière des prix des œufs sur le marché. Les aviculteurs les plus fragiles mettent la clé sous le paillasson, mais Georges, lui, reste dominé par son grand amour pour le métier. Je ne peux plus vivre sans ma ferme. Si je vois d'où je suis parti et où je suis aujourd'hui, je ne peux que m'en réjouir. J'ai failli aussi fermer, laisser tomber. Mais heureusement que le CERSA est arrivé pour nous montrer le chemin à suivre. Un nouveau parcours qui démarre avec le Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires de l'Université de Lomé, financé par la Banque mondiale. L'expérience avec le CERSA porte déjà ses fruits et Georges Sanvi a de nouveau le cœur à l'ouvrage. La rencontre avec le CERSA nous a fait pousser un grand ouf, parce que le CERSA a ouvert nos yeux sur comment doit être l'aviculture scientifiquement. À telle période où le maïs est trop cher, vous pouvez améliorer votre formulation d'alimentation en y adjoignant plutôt tel ingrédient pour au moins baisser le prix. La plupart des éleveurs ont des formules qui ne répondent pas aux normes des poules ou encore des formules qui coûtent beaucoup parce qu'ils ne maîtrisent pas les techniques de formulation d'aliments. En maîtrisant ces techniques de formulation d'aliments, on réduit le coût de l'aliment, on améliore la performance des poules. Même s'il y a un ingrédient qui manque, on peut trouver un autre ingrédient pour le remplacer, pour le substituer, parce qu'on maîtrise la technique. Un accompagnement qui donne des résultats probants et qui répond aux attentes des aviculteurs. C'est des formations pratiques. Si dans un poulailler, on avait 10 plateaux, avec la formation du CERSA, nous augmentons à 12, 13, 14 plateaux. C'est du bonus. Un bonus qui devrait continuer de faire le bonheur des aviculteurs togolais, un partenariat que nombre d'entre eux espèrent voir durer le plus longtemps possible, mais un autre défi reste à relever, celui de la maîtrise du coût des intrants sur le marché. Avec le CERSA, tout va bien. Moi, mon espoir aujourd'hui, c'est de voir le prix du maïs baisser. Si on peut amoindrir le coût de l'alimentation, c'est autant de gagner. Nous allons produire pour nourrir toute la population togolaise. Une grande ambition, sa réalisation commence par la formation des jeunes en aviculture. Le projet tient à cœur à Georges Sanvi. Son désir, léguer un savoir-faire à la jeunesse, c'est sa façon de contribuer au développement de sa communauté. À part les formations que donne le CERSA, nous proposons de former aussi les jeunes désœuvrés du coin, déscolarisés, pour les enlever de leur milieu, pour les enlever de la délinquance, leur donner un petit métier, l'élevage, l'aviculture. Un rêve qui prend forme, il aura fallu un déclic avec le CERSA. Des initiatives comme celle de Georges Sanvi sont porteuses d'avenir pour le secteur de l'élevage. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa, à vous de répondre aux questions qui suivent. Et si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 100 000 francs CFA à 150 €. Il s'agit du jeu numéro 509, tous à vos crayons. Écoutez bien les deux questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question.
Sur les 15 dernières années, le coût total des conflits sur le continent est de 15 milliards, 57 milliards ou réponse 3, 200 milliards. Deuxième question, le Cap Vert importe 15% de son alimentation, 60% ou 80%. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 509. Le gagnant recevra 100 000 francs CFA, 150 € par mandat. Comme notre gagnant du jour, le nom s'affiche à l'écran. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 439. Petit rappel. Première question. Au Cameroun, l'or blanc de Penja, c'est réponse du poivre. Deuxième question. Au Botswana, les diamants représentent réponse 89% des exportations. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa avec notre invité, le président de la commission de l'UMOA, Abdallah Bourema. En attendant, vous pouvez bien évidemment revoir cette émission sur notre site internet peopletelevision.com. Salut à tous!